Deuxième partie de La Voix est libre après une semaine de manifestations et de discussions autour de la loi travail avec François Rebsamen, maire socialiste de Dijon, ancien ministre du Travail, Alain Raymond du Front de gauche de Lyon, Guillaume Larrivé, député de Lyon et porte-parole national des Républicains, et Antoine Chudzik, conseiller régional Front National. La suite maintenant, messieurs, en commençant par vous, Antoine Chudzik, qui avait patienté gentiment tout à l'heure. De votre point de vue, cette loi, elle va passer, elle marque une rupture dans le quinquennat de François Hollande. Comment vous voyez ça ? Marque une rupture, oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient encore dans l'illusion du clivage droite-gauche. Cette illusion, elle vole en éclats aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui voient un gouvernement de gauche qu'ils pensaient honnêtement avoir à cœur les soucis des petites gens, des ouvriers, des salariés. Et ils se sentent aujourd'hui trahis, poignardés. Et c'est légitime, parce que François Hollande, en 2012, il n'avait pas parlé de libéralisation du marché du travail, il n'avait pas parlé de politique de l'offre. Tout ça, c'est le cadeau surprise après l'élection. Et je pense que ça aura ce grand mérite de montrer aux gens que quand on est dans l'Union européenne, quand on est dans l'euro, il y a une politique à suivre. C'est la politique qui est imposée par l'Union européenne de libéralisation, d'austérité. Et on le voit bien, enfin, je voyais tout... pardon. Bon. Est-ce que vous pourriez expliquer... Non, alors moi, je rebondis parce que vous parliez de 2012, François Rebsamen. Comment l'ennemi de la finance de mai 2012, François Hollande à l'époque, se retrouve dans cette situation où on lui reproche de faire passer une loi de droite ? Non, mais ça, c'est le Front National. Non, mais moi, je vous pose aussi la question parce qu'on peut la poser en ces termes-là. C'est pas une loi de droite, c'est une loi qui est désignée comme telle. On n'en avait pas beaucoup parlé en 2012. Elle est désignée comme telle par qui aujourd'hui? Par ceux qui refusent de vouloir. Eh bien, on fera les modifications pour qu'elle ne soit pas considérée comme une loi de droite. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qu'il faut modifier, je l'ai indiqué tout à l'heure. La modification, je crois, de la définition du licenciement économique, qui ne peut pas être laissée à la main du patronat, je le redis, et puis d'autre part la barémisation, qui doit être indicative et servir de référence aux juges prud'homaux. Voilà ce que je pense. Et cette loi ne fera pas effet avant... Les référendums d'entreprise, qui est contre le référendum des entreprises? Moi, je suis contre, puisqu'ils sont manipulés. Vous avez entendu parler de Smart. C'est à la demande des organisations syndicales qu'il y a un référendum. Non, elles ne demandent pas. C'est à la demande, dans le texte, c'est à la demande des organisations syndicales qu'il pourra y avoir un référendum d'entreprise. On a vu Smart, ce qui s'est passé, et d'autres. Vous avez un exemple toujours. Oui, non, mais j'ai un exemple, mais on sait très bien ce qui se passera dans les grandes entreprises. Il y a 36 000 accords d'entreprise chaque année qui sont signés en France. Dedans, 80% de ces accords sont signés par la CGT, et donc il n'y a pas de renversement des normes. Il y a plus de souplesse à donner à l'entreprise. Il faut lui faciliter la vie. Les petites et moyennes entreprises, elles sont dans la difficulté. Il faut qu'on les aide à combattre. Il faut qu'elles puissent se développer. Il aurait fallu le faire il y a 4 ans, François Rebsamen, quand François Hollande est arrivé. Parce que là, cette loi, elle va passer maintenant. Dans un an, c'est les présidentielles. Oui, mais justement, c'est pas une loi qui est d'efficacité immédiate, puisque de toute façon, elle va pas être adoptée, si on fait le calendrier, à peu près avant fin juin. Vous regrettez qu'elle n'ait pas été faite plus tôt ? Non, mais cette loi, elle succède à d'autres lois qui ont été pas marché. Mais si, qui marche. Par exemple, le compte personnel de formation qui a été mis en place, qui permet aux chômeurs, pour la première fois, de bénéficier de formation. Pour aider mais sur le nombre de chômeurs français, les autres n'ont pas marché. Le pacte de responsabilité n'a pas fait baisser le chômage. Non, c'est vrai qu'il n'a pas eu encore pleine application, mais il faut redonner des marches aux entreprises. Que pensez-vous de la sécurité sociale professionnelle que prône la CGT, par exemple? Je suis tout à fait favorable. Tout de suite, dites donc. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Nous avons des avancées, et d'ailleurs le compte personnel d'activité préfigure cela. La sécurité professionnelle, s'il vous plaît. Non. Et puisque vous ne trouvez rien dans cette loi, il y a le compte personnel d'activité et il y a une mesure qui est très importante pour les salariés, très importante, c'est le droit à la déconnexion. Je le dis, le droit à la déconnexion, c'est le droit de ne pas être lié comme un fil à la patte avec son iPad, son portable, etc., quand on n'est pas au travail. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a de nouvelles formes de travail qui se développent. Et c'est celle-là dont il faut parler en réalité. C'est ça qui précarise le monde du travail aujourd'hui. Ensuite, à mais Guillaume Larrivé, vous attendez patiemment que la loi travail mette les entreprises dans de bonnes conditions pour en tirer les dividendes après 2017 ? J'essaie vraiment de ne pas être dans le calcul. Ce qui m'afflige... Vous serez bien le seul. Oui, mais j'essaie, franchement. Ce qui m'afflige, c'est de constater que la France continue à avoir des boulets attachés aux pieds alors que d'autres pays avancent, eux. Premier point. Ce qui m'afflige, c'est qu'on ait 5 700 000 compatriotes qui sont au chômage
total, soit au temps partiel subi, enfin bref, qui sont dans une situation de grande précarité, qui sont inscrits au Pôle emploi. Et ce qui m'afflige aussi, c'est quand même ce climat d'improvisation. Voilà. J'ai relu il y a quelques jours le discours de politique générale de Manuel Valls quand il est devenu Premier ministre il y a 2 ans. Bon, il se référait à Pierre Mendès France en disant il y a une exigence, le devoir de vérité. Bon. L'exigence aujourd'hui, c'est d'arrêter de faire semblant de gouverner. Voilà. Moi, j'aimerais vraiment qu'on soit saisi rapidement d'un vrai texte et qu'on fasse le job sur le fond. Parce que ces discussions de chewing-gum où les membres du Parlement doivent aller sur le compte Twitter de la loi travail pour accéder à l'avant-projet de loi tout ça n'est pas très rationnel. Voilà. Faisons le travail sérieusement, saisissons-nous de ce texte, essayons de voter 3, 4, 5 mesures vraiment utiles, d'effet le plus rapide possible. Voilà. Ce que je crains, je le dis, on citait tout à l'heure dans un aparté Clémenceau, je vais citer Clémenceau, un chameau, c'est un cheval écrit par une commission, disait Clémenceau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous prenez un texte, que vous le soumettez à de multiples concertations, groupes de travail, discussions, vu l'état de la majorité aujourd'hui à l'Assemblée, qui est quand même extrêmement divisée, on n'est pas là pour faire de la politique, mais j'observe bien ce qui se passe quand même à gauche. Bon, il y a énormément quand même de divisions, de tiraillements, etc. Si ce texte est complètement dénaturé et qui ne sert plus à rien, ça sera du temps perdu pour la France. Et ce que je souhaiterais, je m'arrêterai là, c'est que Manuel Valls, le Premier ministre, vienne devant nous à l'Assemblée avec un nouveau discours de politique générale, c'est-à-dire il nous dise voilà, ma feuille de route dans les 6-8 mois qui viennent, c'est ça, je vous demande ou pas d'accorder la confiance au gouvernement, et puis on met les choses au clair. Mais il faudrait sortir, c'est vraiment ce que je souhaite pour notre pays, sortir de cette espèce de faux plat où on ne sait plus trop, je le dis franchement, on ne sait plus trop ce que veut le gouvernement. Et pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui sont au tapis et des chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi. Non, ça baisse. Alain Raymond, Jean-Luc Mélenchon avait appelé à voter François Hollande en 2012. Je suppose que vous... Comme beaucoup, effectivement, on n'allait pas voter pour la droite. Et il avait tenu un discours au budget qui était quand même, qui pouvait laisser quelques espoirs. Mon ennemi, c'est la finance. Le lendemain, il était à peine élu, 2 mois après, le virage et la fracture, c'est de là qu'elle vient. Alors vous ne pouvez pas la nier quand même. Quand vous voyez aujourd'hui les sondages, quand vous voyez depuis des années le sondage, non, c'est pas que sur l'Europe, c'est la politique économique et sociale de ce gouvernement. Vous voulez vraiment jouer les avances. C'est la seule possible en Europe. On veut redresser la France et il y a d'autres moyens que d'obéir. Il y a d'autres moyens que d'obéir au capital comme vous le faites. C'est tout. Alors je voudrais faire une différence effectivement avec les petites entreprises et les grandes entreprises qui sont servies dont M. Gattaz est le représentant. Parce que M. Gattaz n'est pas le représentant de petits entrepreneurs dont vous parliez tout à l'heure. Celles-là, oui, ont des difficultés. Ils peuvent en avoir. Mais alors pourquoi c'est pas vers celles-là que vous avez orienter le CICE. 40 milliards. Ils ont le CICE. Ils ont eu le CICE. Mais bien sûr qu'ils l'ont. Bien sûr. J'ai vu une petite entreprise de 8 personnes la semaine dernière, 4 000 euros de CICE. Vous savez combien PSA a touché 110 millions. Mais c'est pas la même chose. Eh bien, ils en avaient besoin, le PSA. Bien sûr, maintenant, vous avez vu les bénéfices qu'ils ont fait l'année dernière. C'est étonnant de votre part que vous ne souveniez pas les grandes entreprises qui produisent. Mais c'est pas ne pas les soutenir que de dire qu'il y a des scandales et des abus. Pourquoi? Mais ouvrez les yeux, bon sang. PSA distribué des dividendes. Qui était en liquidation en juin 2012 et qui fait des bénéfices aujourd'hui, j'en suis heureux. A distribué des dividendes à ses actionnaires. Mais en 2012, vous savez combien... Ils étaient... On aura compris que l'Union de la gauche... Non, mais monsieur Rebsamen, est-ce que vous voulez entendre qu'on est en train de nourrir les actionnaires dans les grandes entreprises d'une manière scandaleuse et ils reçoivent en même temps du CICE et vous trouvez ça normal? Alors moi, la petite entreprise dont je parle, qui n'est pas la même que monsieur Larrivé, on sait que vous si au lieu de recevoir 4 000, elle avait réussi à recevoir 16 000, elle embauchait une personne. Mais là, à 4 000, elle l'embauchait pas. Ça veut dire que vous proposez de donner plus aux entreprises. Aux petites entreprises de les aider. On ne sait pas où elles commencent, les petites, où elles s'arrêtent. Mais si, on sait très bien où elles commencent, elles s'arrêtent. Elles sont indépendantes. On parlait de la suite à donner sur la loi. Moi, je pense que la loi, a priori, va être votée. Et ce qui m'inquiète, c'est justement qu'elle soit votée et les conséquences économiques que ça va avoir. Patrick Artus, qui est un économiste très sérieux, plutôt pas bolchevique, il travaille, c'est un chercheur chez Natixis. Et il a dit récemment qu'il estimait à 600 000 le trop-plein d'emplois dans les entreprises en France. Et que si la loi El Khomri venait à être votée... Trop-plein, c'est-à-dire qu'il y a trop d'emplois dans les entreprises françaises aujourd'hui. Il y a pas assez de travail pour le nombre d'employés français. Et il a estimé, et Patrick Artus a estimé qu'il y aurait 100 à 200 000 emplois seraient supprimés. Écoutez-vous parler. Parce que vous venez d'expliquer qu'il y a trop d'emplois en France. C'est complètement stupide. Non, je dis que les entreprises... Pardonnez-moi. Écoutez
ce que vous dites. Mais oui, enfin, vous pourrez discuter avec Monsieur Artus. Oui, je le ferai. Je connais Patrick Artus, il a des idées claires, lui, contrairement à vous, qui a donné une déclaration tronquée. Mais non, mais les entreprises ne produisent pas, les entreprises ne produisent pas assez aujourd'hui, il n'y a pas assez de demandes pour le stock de salariés qu'elles ont. C'est ça la réalité de la situation économique aujourd'hui. Et Patrick Artus a été très clair. 100 à 200 000 emplois seront supprimés si on facilite les licenciements comme la loi El Khomri le dit. D'ailleurs, c'est sûr, d'accord. C'est étayé par de nombreuses études, dont une étude. On fait pas d'économie ici, c'est un peu dommage. Il y a des études qui existent. Comparaison sur une centaine de pays de l'Office international du travail. Regardez. En ordonnée, j'ai les entreprises les pays qui ont voté des lois flexibilisant le marché du travail. En abscisse, on a le chômage. Et ben vous voyez, il y a une relation très claire. Les pays qui ont le plus flexibilisé leur marché du travail sont les pays qui ont connu le plus d'augmentation du chômage. Pardonnez-moi, mais on entend exactement l'inverse d'un certain nombre de... Et on a vu... Non, mais les Français vont avoir du mal à comprendre parce qu'on entend aussi des économistes, juste, je me permets une incise, des économistes soutenant cette loi travail et des économistes, y compris des économistes de gauche, l'attaquant et d'autres le soutenant. Donc c'est tout. Oui, mais attendez, ça va être difficile. On n'est pas Sciences Po. On va pas faire un débat théorique qui pourrait être absolument passionnant. Moi, j'essaie d'avoir des chiffres. Moi, j'ai juste une question. Pardonnez-moi, Guillaume Larrivé. Non, mais j'ai une dernière question pour François Rebsamen. Elle me semble importante. Dans ce débat, il y a eu une dimension extrêmement politique avec l'intervention très forte de Martine Aubry sur ce texte. Est-ce que, au-delà du travail, on a beaucoup parlé travail, on a beaucoup parlé chômage. Est-ce que c'est le Parti socialiste qui a pris un coup sévère dans ce débat, François Rebsamen? Est-ce que Martine Aubry, elle a joué le ballon noir? Est-ce que des déclarations qui portent atteinte au rassemblement à l'intérieur du Parti socialiste... Est-ce que votre parti est potentiellement mort après cette affaire? Vous verrez que non. Non, c'est une question. Non, mais je vous réponds que non. Non, il n'est pas mort. Simplement, c'est jamais bien de diviser son camp. C'est ce que je voulais dire pour la déclaration de Martine Aubry. Chacun a le droit de s'exprimer, mais c'est pas bien de diviser son propre camp. Voilà ce que je voulais dire. Pour ce qui est de la loi qui va être soumise, elle sera présentée au Conseil des ministres et après, elle sera débattue à l'Assemblée. Et donc, il y aura des amendements, il y aura des modifications qui seront apportées par l'Assemblée. Et le texte que vous aurez après le passage au Conseil des ministres, vous pourrez y apporter les modifications. Et est-ce que ce texte, en 20 secondes, François Rebsamen, de votre avis d'ancien ministre, si on enlève un certain nombre de choses, il gardera de l'efficacité? Excusez-moi. Si on enlève un certain nombre de choses, est-ce qu'il gardera de l'efficacité, ce texte? Oui, bien sûr. Par exemple, le licenciement économique. Bien sûr. Alors, il faut enlever les modifications, mais il y a déjà des règles pour ça. Et puis, je voudrais dire, Monsieur Larrivé, on a quand même supprimé quelques seuils, celui de 9 et 2 qui est passé à 11. Vous savez, c'était quand même très important dans le droit du travail parce que ça permettait de dire où il fallait. Vous n'entendez peut-être pas la musique, mais elle nous dit qu'il faut qu'on s'arrête. Non, c'est terminé. Merci à tous les quatre, Guillaume Larrivé, d'être venus débattre. Oui, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, pour un autre numéro de La Voix est libre. Au revoir et merci.